chaque jour, il rentre au Canada des centaines de millions de dollars venant d'Algérie. Donc, première mesure à prendre dès la sortie de crise, dès qu'il y a une instance légitime qu'on appelle gouvernement, qu'on appelle État, qu'on appelle comité de salut national, qu'on appelle gouvernement provisoire déjà, peu importe, mais dès qu'il y a cette instance, la première urgence, comme a fait Mahathir en Malaisie en 2018, la première urgence, c'est de récupérer les billes de l'État. On a besoin de cet argent. Alors, il y a cet argent, bon, on sait qu'il est pisté, on sait qu'il a sorti, d'où, par où, etc. Canada. Si le Canada a des centaines de milliers de dollars par jour, alors imaginons la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Suisse, geler les comptes de tout ce qui n'est pas activité légale, reconnue, transparente, etc. Et établir un contrôle de circulation des capitaux. C'est le nerf de la guerre. Le prochain État... Vous pensez que c'est un processus facile de Est-ce que c'est un processus facile? Oui, non, maintenant on a les moyens. Jusque-là, c'était pas facile de retrouver l'argent parce qu'il y a des prête-noms, il y a des ceci, des cela. Maintenant, à l'ère de la 5G et des connexions instantanées, de banque à banque à travers le monde entier, ça ne demande pas 6 mois pour retracer où sont passés X milliards ou X millions d'un pays à l'autre. Ça peut se faire. Techniquement, on a les lois. Il faut des bons juristes, il faut des bons fiscalistes pour faire front avec les banques. Parce que les banques étrangères, leur intérêt, c'est de garder cet argent. Donc ils vont mettre toute l'armada juridique et fiscaliste qu'ils peuvent mettre en place pour nous empêcher de le récupérer. Donc c'est tout, il nous faut des compétences en matière juridique, financière et en matière fiscaliste. Et les lois existent, et puis c'est tout. Et le retracer avec... les moyens informatiques qu'on a maintenant, on peut retracer les fonds, les comptes et les mouvements et aller les récupérer sans très grande difficulté. Mohamed Mahathir, il a récupéré, si j'ai bonne mémoire, quelque chose comme 12 ou 15 milliards en 2 semaines. 2 semaines. Mais il y a aussi un autre exemple, la Tunisie qui n'a jamais récupéré. Ah, parce que la Tunisie a été récupérée. La Tunisie, je l'ai écrit dans des articles que j'ai publiés récemment, je l'ai dit, j'ai été invité en Tunisie en 2011 par les gens de Tunisie, politiques, syndicalistes, etc., qui voulaient que la Tunisie sorte du néolibéralisme ou adopte une autre forme de pensée économique. Et j'ai vu comment on a commencé à récupérer le mouvement tunisien pour que surtout la Tunisie n'aille pas vers un futur gouvernement ou une future constitution qui sorte de l'Union européenne, enfin des liens avec l'Union européenne, qui sorte de l'OMC et qui sorte du néolibéralisme. Et il y avait Hillary Clinton qui était là sur place pendant que j'y étais, qui est venue se déplacer et dire carrément à la télévision tunisienne: je suis là pour m'assurer que la Tunisie aura la transition que nous souhaitons. Donc, plus clair que ça, le mouvement tunisien a été récupéré, j'y m'invite tous les ans, j'y vais tous les ans, j'y étais il y a 2 ou 3 mois, et maintenant le chauffeur de taxi, le monsieur, madame, tout le monde, il regrette Ben Ali. Il regrette le temps de Ben Ali, parce qu'au moins du temps de Ben Ali, il y avait les touristes, parce qu'il contrôlait la sécurité, il contrôlait tout était verrouillé. Bon, lui et ses acolytes avec le Tarbalsi, tout ça, ils s'empiffraient des richesses tunisiennes, mais au moins le Tunisien, il avait de quoi vivre. Mais maintenant, c'est pire qu'avant. Alors la récupération, je l'ai écrit, j'ai dit attention, l'Algérie, là, maintenant, on va vers une démocratie, mais quelle démocratie veut-on? Attention à ne pas faire une démocratie manipulée par des causes exogènes venant de l'étranger qui nous obligent à rester dans le néolibéralisme, dans la logique de l'Union européenne, dans la logique américaine. C'est ça qu'ils veulent, bien sûr. Mais il faut qu'on se prémunisse contre ça. Par rapport aux autres mesures qu'il faudra mettre en place pour dépasser un peu la crise. Je pense qu'il y a des mesures de politique et des mesures d'économie. Mais moi, je ne fais pas de différence entre politique et économie. Donc, un État, de quoi il se mêle, sinon d'économie. Toute politique est économique. Alors, donc, le plus urgent, c'est évidemment de voir quelle Algérie on veut, après avoir fait tout ça, n'est-ce pas, geler les comptes, etc., récupérer l'argent, récupérer plus qu'on peut. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars à récupérer.
dans le monde. Tout ce qui a été volé à l'Algérie, il y a pour tenir 2 ans du budget algérien, je pense, à vue de nez, comme ça. Donc ça, c'est l'urgence des urgences. Maintenant, après ça, c'est construire des institutions algériennes qui sont en phase avec le peuple, avec ce que veut le peuple, et avec un développement qui soit un développement du pays et du peuple. Pas un développement qui aboutisse à une classe de super riches comme il y en a en Tunisie, en Égypte, au Maroc, et comme ça a commencé chez nous. Chez nous, on a commencé là, à avoir quelques milliardaires, quelques multimillionnaires, et ça y est, on a décollé. Donc il faut commencer à arrêter de confondre enrichissement de quelques riches avec développement économique. Ça n'a rien à voir. Le développement économique, c'est d'abord et avant tout, ça je le répète sur tous les tons, partout où je vais, la richesse économique d'une nation, ce n'est rien d'autre que les cerveaux de ses habitants. Donc, deuxième priorité, si on peut parler comme ça, des priorités, c'est l'éducation. Les Chinois ont investi pendant 70-80 ans sur l'éducation des cerveaux chinois, qui étaient à la préhistoire. Et maintenant, c'est les meilleurs architectes du monde, les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs constructeurs aéronautiques du monde, les meilleurs... Bon, voilà, l'éducation, notre force, c'est l'éducation de notre peuple. Donc ça sera la première. Deuxième, c'est l'agriculture. Qu'on se remette un peu à être autosuffisant. On a de quoi faire nourrir quand même les Algériens. Arrêtons de tout importer, même les oignons, les œufs, les tomates, c'est pas possible. On peut quand même faire ça chez nous. Voilà. Et troisième, je dirais sans doute les infrastructures. Alors quand je parle d'infrastructures, je veux dire autant hôpitaux, écoles, universités, ports, etc. Alors on dit qu'il faut commencer à exporter, il faut commencer à diversifier. Oui, d'accord, mais vous voulez exporter, le port d'Alger est complètement engorgé, le port de Skikda n'en peut plus, le port d'Oran n'en parle non plus. Alors même si on a des produits, d'abord il faut faire des produits exportables. Alors par exemple, ça ce serait une autre des priorités, c'est qu'on arrête de vendre du pétrole brut. Le gaz, d'accord, parce que le gaz, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais le pétrole, on peut le transformer sur place et on peut en faire 33 000. Il y a 33 000 dérivés du pétrole. Depuis les vêtements jusqu'aux lunettes en passant par le rouge à lèvres. Donc, pourquoi on fait... Enfin, on avait commencé à faire de la pétrochimie, je me rappelle, du temps où j'étais encore à Sonatrach, milieu des années 70. Mais on a arrêté. Pourquoi? Qu'on fasse ce pétrole, une partie, bon, hydrocarbures, pour l'essence, je sais pas, diesel, tout ça, pour faire rouler les véhicules, oui. Mais le reste, on peut faire de la pétrochimie chez nous, du cosmétique, des vêtements, du textile, du plastique, ça c'est le premier jalon de diversification de l'économie algérienne, puisqu'on l'a, le pétrole il est là. Bon, alors commençons par diversifier notre économie, arrêtons de vendre le pétrole tel quel, transformons-le, et vendons produits transformés. Donc ce sera peut-être ça la quatrième ou la cinquième jalon dans les urgences, diversifier la rente algérienne, parce qu'elle restait à 98% ou presque de rente uniquement d'hydrocarbures, c'est pas tenable. Et qu'est-ce que vous pensez des solutions immédiates qui sont apportées par l'actuel gouvernement à la crise? Je cite entre autres la baisse de 20% du budget d'équipement dans la loi de finances 2020, une dévaluation du dinar maintenant plus assumée par le gouvernement sur le moyen terme, et je cite aussi la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces solutions qui Alors, ce que je pense de la loi sur les hydrocarbures, le revirement sur le 51-49, diminuer de 20% des budgets d'équipement, non. Et surtout, j'entends dire qu'il y en a qui veulent même une politique d'austérité. Mais c'est de la folie. C'est de la folie. Qu'est-ce qu'on va enlever de plus à l'Algérien moyen? Il vit déjà péniblement et à peine. On veut encore lui enlever le peu qui lui reste. Alors moi, qu'il y ait une politique d'austérité, j'aimerais que vous écriviez ça, que vous le publiiez, qu'il y ait une politique d'austérité appliquée à eux-mêmes d'abord, oui. Sur le train de vie de l'État. Voilà, qui s'applique une politique d'austérité à eux,
qui reviennent à vivre sur Terre, hein, un peu plus modestement, moins de dépenses, moins de voyages, moins d'appartements à Barcelone, de villas à Paris, de je sais pas quoi ailleurs. Bon, ils commencent par eux et ensuite on verra le reste. Alors, 20% de baisse de biens d'équipement, est-ce que l'Algérie a vraiment besoin de se passer de biens d'équipement? Lesquels? Dans quel secteur? Il y a peut-être des secteurs où il y a des biens d'équipement qui sont des besoins superflus. Voilà, je ne sais pas, des biens d'équipement qui fabriquent des chapeaux de luxe pour femmes, mais j'en ai pas besoin. Mais si c'est des biens d'équipement qui font du lait, on ne peut pas renoncer à ça. Alors diminuer, je ne suis pas dans le secret des détails de cette diminution de 20%. C'est l'investissement de l'État. Hein. De l'investissement ou du budget d'équipement? Le budget d'équipement, c'est l'investissement de l'État. Okay, c'est l'investissement bien sûr, l'État il investit dans l'équipement, dans la consommation, dans tout, dans les consommables, dans l'exportation, dans l'importation. Bon, donc je ne suis pas dans les détails, mais tout ce qui concerne, disons, les biens indispensables, je pense qu'il faut trouver des arbitrages, oui, maintenir l'importation ou la mise en place de biens d'équipement essentiels, notamment d'infrastructures, etc., qui servent à l'éducation, qui servent à améliorer la qualité de vie des citoyens, qui servent... Voyez-vous, si je dis que la richesse économique d'un pays, ce n'est rien d'autre que ses cerveaux, regardez le Japon. Le Japon, il y a 130 millions de Japonais, il n'y a rien au Japon, il n'y a aucune ressource, rien. Il y a 120 millions de cerveaux japonais qui travaillent ensemble. Et ces cerveaux, chaque cerveau japonais, il vaut peut-être 2000 cerveaux américains. En termes d'éducation, je sais de quoi je parle. Je parle très sérieusement, ce n'est pas une boutade. Un cerveau chinois aujourd'hui, d'un ingénieur chinois, d'un architecte chinois, il vaut je ne sais pas combien de cerveaux occidentaux. Donc si c'est des biens d'équipement qui sont par exemple pour équiper des laboratoires de recherche, moi je reçois des lettres, des emails d'universitaires de chimie, de biochimie, de biophysique, de médecine, qui n'ont même pas des réacteurs, des réactifs chimiques, même pas des éprouvettes, même pas des, ça c'est pas des biens sur lesquels on peut couper. Donc ça, il faut laisser rentrer, alors voilà, il y a des arbitrages à faire, mais je ne suis pas dans les détails. Donc c'est ça, en gros, ce serait à peu près ça. Maintenant, la loi sur 51-49, évidemment, je suis complètement contre. Absolument contre. J'étais en train de lire la semaine dernière, je pense, ce qui se passe entre quelque chose sur la Chine, parce qu'ils ont de nouveaux accords, la Chine, les États-Unis, Trump, tout ça. Et la Chine est en train d'assouplir, ils disent qu'ils sont en train d'assouplir les conditions d'investissement en Chine. Alors ce qu'ils appellent assouplir les conditions d'investissement en Chine, c'est de réduire ce qu'ils appellent les listes négatives. Alors chaque pays a des listes négatives, c'est-à-dire des listes où on met les secteurs dans lesquels il n'y a qu'un opérateur national qui intervient. Pas d'opérateur étranger, pas d'investissement étranger, surtout pas en contrôle en plus. Alors ces listes négatives, c'est généralement tout ce qui est stratégique pour la nation. Nous, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est le tourisme, c'est le Sahara, c'est le littoral, etc., etc. Tout ça, on ne va pas brader ça à n'importe qui, n'importe comment. Donc ils vont réduire un peu les listes négatives et ils vont faire une différenciation entre... bon, ils vont même mettre à jour le loi, ça va être appliqué en 2020. Ils vont mettre à jour le loi des finances chinois. Et en 2020, ils vont distinguer encore plus nettement deux catégories. Alors, investissement direct avec contrôle étranger, mais considéré comme entreprise étrangère. Ça veut dire que pour une entreprise étrangère qui opère en Chine, elle est soumise à des lois fiscales, environnementales, etc., spéciales. Ce qui veut dire que cet opérateur étranger qui vient là et qui a le statut d'entreprise étrangère installée en Chine, elle est soumise à des restrictions et des lois très strictes que lui impose le gouvernement chinois. Les autres, où il y a joint venture, comment joint venture en français? C'est le partenariat venture. Voilà, joint venture, joint venture, ça se dit en français. Il y a un mot en français. Joint venture. J'ai oublié, ça c'est en anglais ça. Eh bien c'est ce qu'ils disent. Entreprise conjointe, disons, en malèche. Et alors là, c'est considéré comme entreprise chinoise. C'est-à-dire que c'est la Chine qui gère, quel que soit l'apport de l'investisseur étranger.
Bon, donc nous, si on renonce au 51-49, et si on renonce à la contrôle sur les hydrocarbures, ça veut dire qu'on a vendu l'Algérie à l'étranger. C'est tout. Sauf que dans les hydrocarbures, il est maintenu. Le 50 et 49. Oui, mais hydrocarbures, la nouvelle loi que je n'ai pas lue, elle n'est pas publique. Mais les autres secteurs, c'est annulé. Elle n'est pas publiée, la loi sur les hydrocarbures n'est pas encore publiée, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont négocié avec Exxon, avec BP, avec Shell, avec Aramco, etc., les compagnies, les 5 sœurs, là, ou les 6 sœurs. Et quand vous négociez avec Shell, BP, Exxon, Total, machin, etc., et vous leur dites, écoutez, qu'est-ce qui vous convient pour venir pomper notre pétrole, ben, ils vont vous dire, je viens pomper ton pétrole si tu me laisses faire ce que je veux. Quelle que soit la façon d'écrire la loi. Alors déjà, négocier avec les 7 sœurs comment organiser l'exploitation du pétrole algérien, c'est une concession que je considère comme inacceptable. On n'a pas à négocier avec des entreprises étrangères comment gérer notre pétrole. Ça ne les regarde pas, c'est notre affaire. On gère notre pétrole comme on veut. Ça t'intéresse, viens, ça t'intéresse pas, ben, on va venir des Chinois ou on fait venir la Norvégienne, là, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, la grande entreprise norvégienne de pétrole, Alstat, quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je ne sais pas, quand j'entends dire simplement qu'il y a cette négociation avec les grandes pétrolières sur la façon dont le pétrole sera désormais exploité, je trouve ça inadmissible, déjà. Et sur les autres secteurs, on parle de revenir sur le 51-49. Si on revient là-dessus, moi je voudrais qu'on fasse au moins comme la Chine, qu'on mette une liste négative. Une liste négative, je ne sais pas, éducation, souveraineté de l'État, santé, je ne sais pas, un certain nombre de domaines stratégiques dans lesquels on veut garder, et puis cette distinction, investissement privé étranger, traité comme entreprise étrangère, avec des contraintes spécifiques, et investissement algérien étranger, considéré comme entreprise algérienne, s'il y a majorité algérienne. Puis c'est tout. Ça, je trouverais ça acceptable. D'accord. Par rapport à la dévaluation du dinar, maintenant plus assumée par le gouvernement sur son cadrage macroéconomique des 3 prochaines années, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, parce que les économistes disent maintenant que plus les réserves de change baissent, plus on sera contraint de dévaluer de manière massive la monnaie nationale. Pardon, conjoncturellement, oui. Conjoncturellement, il n'y a pas le choix. Avec l'instabilité vue de l'extérieur sur l'Algérie, etc., le dinar ne peut que dévaluer. Le ralentissement économique, le ralentissement des échanges, le ralentissement des circulations de capitaux, etc. Bien sûr, le dinar va dévaluer par lui-même. On n'a même pas besoin de le dévaluer. Bon, mais maintenant, sur le court terme, on peut accepter ça. Mais sur le long terme, écoutez, l'Algérie a des réserves prouvées. Gaz, je ne parle pas de gaz de schiste, hein. Gaz et pétrole de schiste, je suis contre, absolument contre, avec la technologie actuelle. Ça fait des ravages au Canada? Ah non, au Canada c'est interdit. Au Canada c'est interdit. C'est le bitume, je crois. Non, c'est le sable bitumineux. C'est le sable bitumineux, oui, mais la fracturation est interdite au Canada. Alors, aux États-Unis, oui. Aux États-Unis, ça fait des ravages. Dakota du Nord, Dakota du Sud, Virginie, Pennsylvanie, catastrophe. L'Arkansas, le Texas. Non, le jour où on arrivera à une technologie vraiment propre de fracturation de gaz de schiste, tant mieux. La réserve est là, autant l'exploiter. S'il y a de l'huile de schiste aussi, tant mieux. Pourquoi pas. Mais pas avec la technologie actuelle. Mais disons, si on reste dans le conventionnel. Dans le conventionnel, bon, dans le pétrole, disons qu'on n'est pas dans les grandes sphères. Là. Bon, peut-être qu'on va être autosuffisant, on va exploiter encore, bon, on ne sait pas. Si on fait de la pétrochimie en plus, bon, mais le gaz, bon, réserve prouvée, on est quand même toujours dans les 10 premiers du monde. On était 7e il y a quelques années. Et alors, si on ajoute l'uranium, l'or, le diamant, le marbre, le nickel, les terres rares, les je ne sais quoi, etc., ben, l'Algérie a de quoi donner des garanties
à n'importe quel investisseur étranger, à n'importe quelle banque étrangère, à n'importe quel consortium de banques étrangères, donner des garanties que, voilà, nous mettons en place un plan de... Alors, pour ça, évidemment, ça nécessite une économie plutôt planifiée. Hein. Il ne s'agit pas de laisser le marché faire ce qu'il veut comme il veut. Faire comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne, comme le Japon, comme tout ça, c'est des marchés planifiés. Ce n'est pas des marchés libres, laissés à eux-mêmes. Donc, planification biennale, triennale, etc. Et on montre aux bailleurs de fonds étrangers qu'on a des plans sérieux de développement des hauts plateaux, par exemple, pour l'agriculture, de développement des infrastructures, d'investissement dans la formation de ce qu'on appelle la ressource humaine, la formation autocentrée. Plus on forme le cerveau algérien, plus on se donnera de capacité d'être moins dépendant de l'étranger. Alors moi, quand je vois une loi comme les lois sur la diaspora, comme l'article 50, mais c'est une catastrophe. Quand la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, tout ça, on fait la Russie, le Brésil, j'ai travaillé avec eux là-dessus, ils font tout à fait le contraire. Leur diaspora, une fois qu'ils décident de revenir au pays, on leur déroule le tapis rouge, ils arrivent, ils trouvent appartement, laboratoire, machin, évidemment, s'ils ont le niveau, s'ils ont prouvé qu'ils ont un niveau scientifique, un niveau de ceci, et toutes les facilités du monde pour travailler pour la Chine, ou pour le Japon, ou pour le Brésil. Et nous, en article 50, on dit à notre diaspora, d'Éthiopie algérienne. C'est quoi ça? C'est une perte colossale. Donc si on donne ces garanties-là, vous savez, les investisseurs, les bailleurs de fonds étrangers ne sont pas idiots, ils savent ce qui se passe dans le monde. La diaspora algérienne dans le monde est l'une des diasporas où il y a de nombreux cerveaux dans des niveaux de pointe de très haut calibre. Mais ça, c'est une garantie majeure. Plus tout ce que je viens de vous dire là sur les ressources, et des plans sérieux. N'importe quel bailleur de fonds pourra nous prêter à des conditions raisonnables et le dinar va se réévaluer. Mais évidemment, si on continue... Donc vous êtes pour le recours à l'endettement extérieur? Pardon? Donc vous êtes pour le recours à l'endettement extérieur? Non, dans ces conditions-ci. On en a besoin, absolument. Ben oui, parce que voulez-vous, dans un premier temps, tant qu'on n'a pas encore diversifié suffisamment notre industrie, tant qu'on n'a pas fait de la pétrochimie suffisamment, etc., ben, il faudra bien compenser la baisse du prix du pétrole pour équilibrer le budget. En 2005, il fallait un prix du baril de 25 $ pour équilibrer le budget. Et maintenant, il faut un baril à 115, 120. Comment on va faire? Il faut bien équilibrer le budget. Et pour équilibrer le budget, la balance des paiements, la balance des balances commerciales, etc., il faut qu'on ait recours à des devises étrangères. Donc avoir recours à des devises étrangères, autant aller emprunter avec les conditions que je viens de dire, avec des garanties, tout ça. Et voilà, nous sommes maintenant, c'est sérieux, il y a des plans, la diaspora, en telles conditions, tel ceci, tel cela. Et vous savez, ce qui attire les investisseurs étrangers, c'est pas tellement le fait de leur dire venez chez nous, vous allez vous comporter comme le renard dans le poulailler. Pas d'impôts, pas de contrôle, pas de ceci, pas de cela. Ça peut attirer, mais ça c'est court terme, c'est momentané. Mais ce qui attire le plus les investisseurs étrangers, regardez, ils se précipitent en Chine, ils se précipitent en Corée du Sud, ils se précipitent maintenant en Malaisie, ils se précipitent. Et pourtant, les conditions, je prends juste la Chine, les conditions de travail et de mouvement de capitaux en Chine pour les capitaux étrangers, c'est pas je fais ce que je veux comme je veux. C'est strictement surveillé, contrôlé, etc. Mais les investissements se précipitent là-bas parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Ils ont 1200 milliards de réserves de bons du Trésor américain. Et ils ont les meilleurs ingénieurs du monde, les meilleurs architectes du monde, les meilleurs... Donc c'est ça qui attire les investissements étrangers. Mais vu l'état des déficits actuellement, les conditions pourraient ne pas être avantageuses pour l'Algérie. Quand on a des déficits importants et qu'on va solliciter l'endettement extérieur. Non, mais on a encore quoi au moins 150 milliards de réserves, je pense, non, 60 milliards.
Ah, c'est d'en payer 60 milliards. Les prévisions pour la fin 2019, c'est 61 milliards. Moi, j'en étais à des prévisions, j'ai lu ça, qu'ils en avaient pour 2-3 ans d'importation, de ceci, cela, donc ça a fondu. Ah ouais. Bon, bah, donc ça a fondu plus vite que je l'aurais prévu. Oui, alors dans ces conditions-là, immédiates, écoutez, je ferai ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme Mohamed Mahathir. Je vais chercher de l'argent qui nous a été volé. Autant par les opérateurs étrangers que par les nationaux, que par les bandits de haute voltige qui ont mis des milliards en Suisse. Au Canada, je vous dis, ça rentre par centaines de millions par jour. On va aller chercher ça. Pendant un an, on n'aura pas besoin d'emprunter. On pourra faire fonctionner le budget national avec ce qu'on va récupérer, on n'aura pas besoin d'emprunter. Mais évidemment, importer des biens d'équipement, redémarrer l'amorce de la pompe économique, tout ça, évidemment, ça demandera plus de fonds, mais au moins, ça nous permettra de démontrer, à un moment pendant un laps de temps, que l'Algérie est capable de récupérer ses billes et de les utiliser à autre chose qu'à financer de l'incompétence, parce que jusque-là, on est emprunté. Alors, je ne parle pas de l'argent volé détourné. Hein. Vous savez, on est pratiquement, j'ai vu dans la balance des paiements, on est pratiquement les champions d'Afrique, au moins d'Afrique, dans le paiement des services. C'est-à-dire de consultation, de ceci, c'est une moyenne de 10 milliards de dollars chaque année. Voilà, exactement. C'est fou. Sur une année, c'est des montants colossaux par rapport aux capacités installées de l'Algérie. Je veux dire, ce qu'il y a en Algérie comme capacité, c'est fabriquer de l'huile, fabriquer du sucre, monter comme des Lego, des petites voitures de rien du tout. De quel consultant on a besoin? Quel service de conseil qui nous coûte des milliards pratiquement par an? Oui, de quoi? Ben ça, c'est de l'évasion fiscale, c'est tout. On fait venir des consultants, on leur dit de facturer 8 jours, on les paye un mois. Et on leur dit de facturer un an, et le reste, on le met dans une banque. C'est tout ça qu'il faut aller récupérer. Et à partir de là, déjà ça permettra d'équilibrer le budget pour quelque temps. Le temps de voir venir et de faire des plans, de faire ceci, de faire cela, de faire venir les gens de la diaspora, de ceci. Les gens de la diaspora, pourquoi voulez-vous qu'ils... Moi j'ai un gendre, mon gendre, c'est l'un des plus grands cerveaux dans l'électrochimie mondiale. Il est tous les mois au Japon. Tous les mois, il a reçu des médailles aux États-Unis, médaillé par Obama, médaillé par le premier ministre du Japon. Mais il est dans les 500 premiers classés dans les piles photovoltaïques, pas photovoltaïques, les piles électrochimiques pour les voitures, tout ça. En pointe, ce type-là, il vient en Algérie, à lui tout seul. À lui tout seul, il vous crée un consortium industriel, un complexe industriel d'électrochimie qui va nous mettre dans la pointe du domaine. Mais quand je parle avec lui, il me dit: pourquoi faut-il que je revienne? Je lui viens en vacances pour voir sa famille de temps en temps, pour aller à la plage, pour ceci, cela. Qu'est-ce qu'on ne me demande pas? On ne me réclame pas, on ne m'invite pas, on ne sait même pas ce que je fais. Et puis je vais revenir là-bas comment? Pas de laboratoire, pas de ceci, pas de cela, pas d'assistant, pas de... Alors, la diaspora aussi, il faut lui préparer les conditions. Et cette diaspora, si elle revient, on en a dans tous les domaines, depuis l'électrochimie jusqu'à la supermédecine, en passant par le nucléaire, ce que vous voudrez. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci à vous.